Un grand angle. Et eux, comment font-ils quand les transformations appellent une plus grande coopération? Alors vous l'avez compris depuis ce matin, on en a déjà beaucoup parlé, les grands facteurs qui conditionnent le monde et la vie économique de demain, l'urgence climatique, l'urbanisation galopante, la numérisation de l'économie. Et c'est justement la mission du Lab Accenture de Sophia Antipolis d'être en veille sur ces sujets afin d'aider les entreprises, les organisations à anticiper, à s'adapter à ces profondes transformations. Emmanuel Vial, vous avez bien la tâche d'introduire notre table ronde. Quel est votre regard sur ces grandes tendances et peut-être aussi les opportunités de coopération? Effectivement, alors merci, bonjour à tous. Au niveau des grandes tendances, donc on mène au sein d'Accenture chaque année, depuis maintenant une quinzaine d'années, une étude mondiale qui regarde tous les secteurs d'activité sur justement quelles sont ces grandes tendances technologiques à venir dans les 1, 3, des fois 4 ans. Et ensuite, on regarde bien sûr par secteur ce que cela veut dire. Alors, si on a... Oui, on va passer voilà, ça c'était juste une petite animation pour faire sympa. C'est très bien. On va tout dévoiler d'un coup et je vais couvrir tout ça en quelques minutes. Voilà, elles apparaissent au fur et à mesure. Mais les grandes tendances. Voilà, les grandes tendances. Donc, effectivement, chaque année, une sorte de thématique. Et depuis 6 ans sur le digital, ça a été mentionné plusieurs fois. Donc, l'arrivée du cloud, des réseaux sociaux d'entreprise, la mobilité, l'Internet des objets, etc. Donc, sont là dans notre quotidien en tant que consommateur. On l'a vu sur l'étude et puis un peu les attentes, les compréhensions, incompréhensions. Et aussi pour le monde de l'entreprise, les aspects plus opérationnels. Donc, le digital est là et effectivement, un bon alignement avec la table ronde sur la grande thématique, donc l'entreprise X.0 faisant référence à la révolution, la Xème, 4e, Xème révolution industrielle que l'on est en train de connaître, mais là pour l'appliquer au sein de l'entreprise sur sa transformation. Donc ces tendances qui sont là autour justement de la collaboration, de l'entreprise elle-même, son rôle dans son écosystème actuel, dans son secteur actuel et comment les nouvelles technologies qui sont plus approchables, plus je dirais palpables, en tout cas pour les entreprises, pour les approprier, pour justement les permettre de se développer, de se transformer, etc. Donc c'est un peu la grande thématique de cette année. Et donc il se décline, comme vous pouvez le voir, sur ces 5 grandes tendances. Donc je vais les parcourir très rapidement. Mais bien sûr, alors il n'y a pas une journée sans qu'on entende quelque chose sur l'intelligence artificielle. Voilà, Big Brother, Terminator. Donc l'IA, en fait, c'est des techniques que l'on connaît, des technologies que l'on connaît depuis des années. Certaines qui se développent depuis plus récemment. Tout simplement pourquoi des facteurs autour, ça a été mentionné tout à l'heure, 300 000 données à la seconde, j'ai noté bientôt 3 millions données à la seconde, donc de plus en plus d'accès à des données que l'on n'avait pas, auxquelles on n'avait pas accès dans le passé. Différents types de données aussi, c'est-à-dire des images, des vidéos, donc là aussi des techniques de l'intelligence artificielle qui se développent. Bien sûr, accès à travers du cloud ou autre à la possibilité, bien sûr, d'avoir ces données, c'est bien beau, de les stocker, mais de les analyser rapidement, et bien sûr, pour en générer des insights. Alors, l'IA, ça a été mentionné sur la partie consommateur, avec les assistants digitaux qui font partie de notre quotidien. Donc là, c'est des technologies de langage naturel, de compréhension, de génération. Ça a été mentionné tout à l'heure aussi sur l'automatisation, comment je peux, finalement, sur des aspects d'opération sur le terrain, sur des unités de production, de distribution, eh bien, intervenir uniquement sur les cas un peu suspects, et finalement laisser la machine analyser, que ce soit par de la computer vision, donc l'analyse d'images vidéo, que ce soit par l'analyse de données, etc., interagir là-dessus. Le point fondamental, ça a été mentionné plusieurs fois, sur l'humain et l'IA citoyenne, donc l'IA responsable, c'est-à-dire que l'on n'en ait pas peur, finalement, dans le mot intelligence artificielle, bon, il y a intelligence, mais aussi artificielle, donc créée par nous-mêmes, donc finalement faire confiance et comprendre, notamment sur les nouveaux algorithmes dits d'apprentissage profond, où là, en fait, on entraîne la machine à faire des choses et ensuite elle nous donne son résultat. Et il y a un petit problématique de comprendre comment ce résultat, est-ce qu'il est biaisé, etc., ou est-ce qu'il est juste. Et on aura Randindi en début d'après-midi qui reviendra certainement sur cette thématique. Voilà, donc là je vais m'arrêter sur ça parce c'est un peu la méga tendance, mais voilà, la réalité amplifiée, donc on va le voir un peu, je crois, dans quelques instants, donc sur tout ce qui est réalité virtuelle, augmentée, etc. Alors, côté consommateur, c'est plutôt actuellement du gaming, sur des applications mobiles, sur des jeux, etc. Par contre, là où on voit de fortes possibilités sur la formation, sur l'augmentation sur le terrain, justement des forces vives qui sont sur le terrain pour opérer la manutention, etc. Utiliser la réalité augmentée, amplifiée pour déjà les aspects de sécurité, les garder en vie. On aura un exemple tout à fait concret. Voilà. Et deuxièmement, aussi peut-être en amont, sur entraîner, projeter dans un monde virtuel jusqu'à des technologies de scanning 3D, de comprendre une usine actuellement, à quoi elle ressemble par rapport à il y a
20, 40 ans quand elle a été construite et comment on fait, on y reviendra je pense sur son digital double, donc son jumeau numérique, etc. Au centre, la data infaillible, donc beaucoup de données, je l'ai mentionné. Un exemple avec United Airlines qui utilisait des données précises, justes, et qui a réalisé que son jeu de données datait d'il y a 20 ans et que les passagers actuels aux États-Unis et dans le monde avaient de nouveaux usages, de nouvelles habitudes. Et ils ont calculé presque 1 milliard de missed revenues, donc un impact sur le business. Donc, data infaillible, c'est comprendre la donnée, les aspects sécurité, bien sûr. On parle de plus en plus d'objets connectés, de maisons, de voitures connectées qui peuvent être hackées. Hein. La voiture connectée, on en parlait, puis on voyait quelques années des hackers qui en prenaient le contrôle à distance. Donc, sécuriser, en même temps comprendre et avoir la confiance dans la donnée, dans la transformation de la donnée, reste un point fondamental. Numéro 4, autour, alors l'IT sans couture. Là, derrière, on parle par exemple de blockchain. Alors, ça a été mentionné sur les aspects de crypto-monnaie. On le voit effectivement, d'ailleurs, ce secteur a été un des premiers acteurs avec une expérimentation il y a déjà 2-3 ans à New York sur la microgrille et l'utilisation de la blockchain pour mettre en relation, protéger le particulier, son identité et en même temps mettre en relation tout simplement. Là, on voit moins sur les crypto-monnaies, mais de plus en plus sur les blockchains dites d'entreprise, eh bien, de gros avantages à intégrer, partager des informations, les protéger, alors que ce soit des données clientes, RGDP, etc., et en même temps partager ouvertement ces données. C'est un peu ce que blockchain permet de faire au sein même de cette technologie qui est assez complexe, mais les blockchains d'entreprise évitent la réconciliation de données, l'échange complexe, et à tout moment dans les activités par exemple de trading, on voit déjà des cas d'usage, et en même temps on commence à aller sur l'usage dans le monde médical, dans le monde finalement des clients finaux, là aussi où on prévoit peut-être cette blockchain sur la possibilité d'échanger, de protéger les données, donc compliance d'un côté et en même temps partage des données. Et finalement, alors la dernière qui est assez, je trouve, poétique, on parlait depuis 5-6 ans d'Internet des objets. Donc d'ici à 2024, 7 à 8 devices connectés, la voiture, le smartphone, pardon, la tablette, etc., par personne. On parle de 20, 30, 40 milliards d'objets connectés dans le monde, à la fois sur le secteur des particuliers, mais aussi des entreprises. Donc là aussi, qui revient sur les premiers points de l'intelligence artificielle, l'analyse de données, etc. Mais finalement, ces premières années ont été assez sectorisées ou en silo, c'est-à-dire chaque fois un type de capteur, un protocole, une appli. Alors ça, c'est plus pour le particulier. Pareil sur l'entreprise, des protocoles propriétaires, etc. On voit de plus en plus d'ouverture de ça, et notamment la possibilité, donc c'est le point de l'Internet de la pensée, d'avoir déjà des traitements plus localisés. La maison connectée est le parfait exemple. Hein. On a plusieurs types d'industries qui gravitent autour de ça avec le client au centre, mais en même temps de pouvoir avoir, ça a été mentionné un peu avant, l'attente de services unifiés, que ce soit au niveau de ma consommation d'énergie, de ma santé, la dépendance, l'assistance, etc., la partie assurance, la partie même médias, banque, etc., tout ça. Donc là aussi, l'Internet de la pensée se traduit d'un point de vue technique par des architectures plus distribuées, avec du cloud, avec des choses plus locales. Ces petites choses ont plus de puissance que la NASA quand elle envoyait les premiers hommes dans l'espace. Donc, au lieu d'aller sur Facebook, Instagram et faire d'autres choses, on peut aussi faire pas mal envoyer des gens dans l'espace. Voilà, exactement. Donc voilà pour les 5 principales tendances. Merci beaucoup, et nous allons voir avec nos intervenants comment vous êtes emparés de toutes ces tendances déjà et quels sont les points de coopération entre vous. Alors je vous présente les intervenants. Nous avons Philippe Détombe qui est juste à vos côtés, directeur de la transformation digitale et système d'information chez Framato. Merci d'être avec nous. À vos côtés, nous avons Thierry Sioufi, senior vice-présidente de Atos, et vous êtes également maire adjoint de Ville-d'Avray. Voilà. À vos côtés, Cédric Dejong, cofondateur d'Actility. Vincent Briand est également avec nous, cofondateur et CEO de DeepKey. Nous aurons avec vous deux des témoignages très, très concrets, peut-être un petit peu en dehors des grands fournisseurs de l'électricité, mais en lien quand même avec le monde de l'énergie. Et nous avons également le plaisir d'accueillir à cette table ronde Jean-Laurent Lastel, commissaire de la Creux. Alors enfin, à la fin de ces échanges, eh bien, vous nous partagerez votre regard sur toutes ces grandes tendances et projets
projets de coopération également. Alors nous allons commencer avec Framatome. Aujourd'hui, 3 grands métiers, alors vous le savez tous, mais je vous le rappelle quand même, design et construction de réacteurs nucléaires, design et fabrication de combustibles, ainsi que des services de maintenance des réacteurs en fonctionnement, ce qui nous fait environ 240 réacteurs répartis dans le monde entier tout de même. Philippe Destombes, comment tous les grands industriels, vous êtes bien sûr, comme tous, au cœur de toutes ces transformations et toutes ces grandes tendances évoquées par Emmanuel Vial, comment vous prenez-vous le virage de cette transformation numérique, de cette révolution digitale ? Alors, je vais tenter de vous donner quelques exemples concrets de la mise en œuvre de toutes ces technologies qui viennent d'être évoquées. Donc, Framatome aujourd'hui a rejoint le groupe EDF depuis début 2018. Et EDF est actionnaire à 75,5% maintenant de Framatome, avec un actionnaire complet de MHI et de A-System. C'est une entreprise de 14 000 personnes qui est aujourd'hui 3,5 milliards de chiffre d'affaires et implantée sur 58 sites et avec trois localisations importantes, donc la France, l'Allemagne et les US. Voilà, alors maintenant, donc, la mise en œuvre de cette transformation digitale. Voilà, la transformation digitale, c'est quoi? Alors la transformation digitale, aujourd'hui, nous avons un métier de service dans les activités de Framatome, et la transformation digitale est un des axes de transformation du plan d'action stratégique de Framatome. Donc c'est un plan de transformation extrêmement important aujourd'hui pour nous, puisqu'il a plusieurs objectifs. Le premier d'entre eux, c'est de transformer tous nos processus opérationnels. Alors là, on peut parler effectivement de l'efficacité. Globalement, on va viser l'efficacité et le service à nos clients. Alors ça va passer effectivement par de la modernisation de nos usines, avec digitaliser les process existants, aller vers du sans-papier, introduire de l'Internet des objets, des capteurs sur les machines-outils, collecter les données pour améliorer nos processus de production. Donc ça, c'est un premier axe de notre transformation digitale. On va améliorer nos processus internes pour maximiser le service et l'efficacité vers les clients. Le deuxième et le plus important, probablement, c'est la transformation digitale est un levier pour transformer nos business models. Donc là, je viens de vous parler de nos processus internes, mais aussi la transformation digitale, dans son but le plus abouti pour moi, est vraiment d'arriver à donner la capacité à l'entreprise de créer de nouveaux services vers nos clients. Donc aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne fait pas, et demain, avec l'émergence de ces nouvelles technologies et l'utilisation de ces nouvelles technologies, rend possible la création de nouveaux services vers nos clients. Alors, par exemple, on peut aujourd'hui citer l'utilisation de la réalité virtuelle, j'y reviendrai après, pour des services vers nos clients, pour améliorer l'efficacité de ces services. Ça peut également être, avec les collections d'ANA, d'utiliser de l'IA ou du big data pour être capable de créer des services de maintenance préventive ou de maintenance prédictive sur nos équipements et les équipements des clients. Voilà. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Le troisième objectif, aujourd'hui, on a parlé de l'IT sans couture juste précédemment. La transformation digitale, c'est aussi l'opportunité de contribuer à la mise en place d'une filière nucléaire, de plateformes d'échange, de collaboratifs et d'amélioration des processus de fonctionnement entre les acteurs et l'ensemble des parties prenantes de la filière nucléaire. Et enfin, je pense que, et c'est extrêmement important, c'est la capacité pour nos collaborateurs d'améliorer leurs conditions de travail. Et voilà. Afin de rester attractif aussi pour des grandes entreprises comme les vôtres et avoir des collaborateurs motivés et confiants. Revenons sur la réalité amplifiée. Est-ce que ça veut dire que justement tous ces collaborateurs seront dotés de casques virtuels pour avoir en temps réel toutes les informations en même temps ? Alors je vais revenir tout de suite sur les casques. Juste en exemple de projet de transformation qu'on a lancé, on a lancé un projet extrêmement important qu'on appelle PLM, Product Lifecycle Management, dont l'objectif va être de revoir l'ensemble de nos processus de fabrication. Depuis le design, vous avez cité les métiers de Framatome, donc depuis le design des centrales et des composants constituant la centrale, jusqu'au manufacturing et en allant jusqu'à la fabrication de ces installations. Au travers de ces processus sans couture, de bout en bout, depuis le design jusqu'au manufacturing,
on va être capable de construire bien sûr, on construisait toujours des plans en 2D. Là, ça va permettre d'avoir des plans en 3D, donc permettant de représenter l'image de ce qui va être construit. Et donc, ça nous permet effectivement d'aller vers des modèles 3D de l'ensemble des composants et des installations. Donc ça va permettre, bien sûr, ça permet après à l'ensemble des intervenants de pouvoir utiliser ces modèles 3D. Alors après, si on continue, l'utilisation de ces modèles 3D, comme je viens de le dire, va permettre d'avoir une vision de l'équipement, mais immédiatement, dès qu'on va pouvoir représenter cet équipement en 3D, on va pouvoir imaginer, en mettant un casque sur la tête, de pouvoir se promener dans l'installation. Donc plutôt que d'aller dans l'installation, plutôt que d'aller dans l'installation, on va mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête, on va voir le modèle 3D dans le casque et on pourra se balader dans la centrale uniquement avec le casque devant les yeux. Voilà. Ça, c'est un exemple aujourd'hui. Alors effectivement, ça passe par du scan 3D, ça passe par du PLM, avec ça passe par de tas de technologies et énormément de data. Et on arrive aujourd'hui à avoir des représentations extrêmement précises. Alors, bien sûr, ces casques aujourd'hui, l'objectif n'est pas que de juste pouvoir s'immiscer dans une installation et aujourd'hui se promener dans l'installation. Ça a plein d'usages. Et aujourd'hui, on a de multiples cas d'usage de l'utilisation de ces technologies. Je vais en citer que quelques-unes. La première évidente, c'est la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, former des gens qui vont intervenir sur les installations, immédiatement, ça permet, si on dispose de ce plan 3D, de pouvoir leur apprendre toutes les bons gestes, toutes les bonnes procédures, en n'étant pas sur site, en n'étant pas exposé, sans prendre de risques. Voilà un exemple aujourd'hui extrêmement pratique dans l'aspect formation. Sur l'aspect intervention, aujourd'hui, la préparation d'une intervention de maintenance pendant un arrêt de tranche ou sur une intervention sur site, ça permet également de diminuer le temps d'intervention sur le site lui-même. Donc on va diminuer le temps d'exposition des intervenants puisqu'ils auront pu préparer aujourd'hui leur intervention avant d'intervenir en réel. Voilà un autre exemple d'utilisation qui est aussi au bénéfice de nos collaborateurs. Voilà, et ça améliore, j'imagine, aussi la collaboration entre eux en temps réel pour avoir accès à toutes ces données en même temps. Alors, nous avons évoqué le fameux jumeau numérique. C'est un peu un incontournable dans l'industrie aujourd'hui, mais ça vous sert à quoi, ce jumeau numérique ? Alors, le jumeau numérique, en fait, n'est rien d'autre qu'un clone de l'installation réelle. Donc, en fait, vous avez votre installation réelle et vous avez en même temps, de façon numérique, l'image de votre installation exactement telle qu'elle a été construite et réalisée. Voilà. Donc ce jumeau numérique a plein d'avantages. J'en ai déjà cité quelques-uns juste avant. Aujourd'hui, on commence à regarder et on a d'autres idées d'utilisation de ce jumeau numérique. Parce qu'aujourd'hui, il peut bien sûr servir à des intervenants. Alors je vais ajouter une petite chose. Dans les casques de réalité virtuelle aujourd'hui qu'on a, on peut très bien, par exemple, lors d'une intervention, faire monter dans les lunettes le plan des pièces que le casque va voir la lunette, va reconnaître la pièce, et on peut automatiquement faire descendre dans le casque de l'intervenant le plan de la pièce ou le notice ou la procédure de montage ou démontage. Ce qui en termes de sécurité, de fonctionnement et d'intervention, est extrêmement importante. Avant, un intervenant qui était sur site, qui ne savait pas comment faire, était obligé de sortir de zone, re-rentrer en zone, beaucoup de temps, beaucoup de délai. Et là, on permettra de lui donner directement accès à l'information dans le casque de réalité virtuelle. C'est la réalité augmentée, ça fait partie d'une des technologies qu'on a effleurées juste précédemment. Et après ce jumeau numérique, aujourd'hui, on commence à entrevoir des usages, je dirais, encore plus novateurs. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'ensemble de l'installation sera modélisé sous forme de data, on peut imaginer d'appliquer des calculs numériques sur ce jumeau numérique, par exemple pour faire des modèles de vieillissement des installations. Donc plutôt que d'attendre et de voir ce qui va se passer ou de découvrir, on peut très bien, en fonction des caractéristiques des matériaux utilisés, des sollicitations thermiques, neutroniques qu'on va pouvoir avoir sur les installations, de calculer et d'imaginer comment va vieillir une installation. Donc ce qui permettrait en termes de maintenance, de prédictibilité de maintenance, serait absolument fabuleux.
Et ça y est, c'est fait ça, ou on en est où de ces grandes Alors, révolutions? c'est en cours. Donc ça, aujourd'hui, on travaille effectivement. Alors, toute la première partie, tout ce qui est intervention, effectivement, est en cours. Et on devrait très prochainement intervenir dans nos prochains arrêts de tranche pour nos clients. Commencer à intervenir avec des lunettes, avec réalité augmentée. Et la partie vieillissement, aujourd'hui, ou modélisation, est aujourd'hui en cours de travail avec la R&D. Merci. Alors juste peut-être une dernière question sur la coopération importante justement pour cette filière nucléaire. Comment elle se passe cette coopération entre les acteurs? Alors aujourd'hui, bien sûr, la transformation digitale, on a déjà parlé des data et je vais en reparler. Pour moi, c'est vraiment le combustible de la transformation digitale. Aujourd'hui, on ne limite pas cette transformation digitale au cadre de l'entreprise. Aujourd'hui, on peut le faire, on peut commencer par ça, mais je pense que c'est absolument pas le suffisant. Aujourd'hui, on travaille avec l'ensemble des acteurs de la filière nucléaire pour essayer d'organiser aujourd'hui, je dirais, l'écosystème nucléaire français. Et donc aujourd'hui, on travaille avec EDF, on travaille avec l'ensemble des partenaires de la filière pour regarder comment on peut mettre en place, dans le cadre de ces collaborations, des plateformes d'échange qui vont nous permettre à terme de standardiser nos processus. EDF puisse communiquer un certain nombre de données à l'ensemble des intervenants qui vont travailler pendant les arrêts de tranche. Donc de pouvoir récupérer toutes les données d'arrêt de tranche, tous les plannings d'arrêt de tranche, pour nous faciliter la planification des interventions et ensuite globalement faciliter globalement l'ensemble de l'activité des prestataires sur site. Donc voilà un exemple aujourd'hui de collaboration. C'est loin d'être le seul. Et donc aujourd'hui, il y a beaucoup de travaux qui sont engagés dans le JFN, CSFN, justement pour organiser l'ensemble de l'activité des parties prenantes au sein de la filière nucléaire française. Travailler en entreprise étendue. Exactement. Voilà. Alors après, pour faire ça, bien évidemment, entreprise étendue, technologie, on a besoin d'un certain nombre de compétences. Et donc, évidemment, on travaille aujourd'hui avec les grands intégrateurs. Je suis super bien encadré aujourd'hui, parce que j'ai Accenture à ma droite et Atos à ma gauche. Donc aujourd'hui, effectivement, on travaille avec l'ensemble des intégrateurs. Alors, on travaille effectivement avec Accenture, on travaille aujourd'hui avec Atos qui nous fournit par exemple ces fameuses plateformes de calcul scientifique dont on a besoin pour effectuer tous ces calculs. Donc aujourd'hui, ce sont des plateformes matérielles qui sont fournies par Atos. Et on travaille également sur d'autres sujets comme le contrôle commande aujourd'hui des centrales nucléaires. Et d'autre part, on utilise bien sûr les grands intégrateurs, mais on essaye aussi d'utiliser des startups. Des scale-up, même, on va voir. Voilà, en tout cas, l'écosystème qui est avec nous autour de cette table. Merci beaucoup. Vous réagissez, bien sûr, au fil des échanges, si vous le souhaitez. Alors, justement, Atos, on parle de coopération, entreprise de services numériques, numéro 5 au niveau mondial, dans 72 pays. Vous m'avez dit, je vous ai fait répéter 2 fois. 126 000 collaborateurs. 126 000 collaborateurs, donc transformation digitale, traitement de la donnée avec des calculateurs d'une extrême puissance. On va voir que c'est bien utile pour gérer tout ce que l'on vient de dire précédemment. Nous venons d'évoquer l'importance pour l'industrie nucléaire, en particulier de ce jumeau numérique. Vous allez nous expliquer bien que cette évolution est incontournable et c'est un beau symbole de coopération, on l'a vu, entre les acteurs concernés. Absolument, oui, merci Philippe d'avoir rappelé notre collaboration. Elle s'étend d'ailleurs, y compris dans des domaines de conquête, puisque nous sommes associés ensemble sur, j'espère, le gain d'une prochaine centrale en Finlande, où nous fournissons derrière Framatome le système de contrôle commande. Donc vous voyez que la collaboration, elle est active, et pas uniquement dans la fourniture des moyens propres. Le jumeau numérique, bon, je pense que dans cette salle, vous êtes très initiés sur ces sujets, mais le jumeau numérique, aujourd'hui, d'ailleurs, ça concerne l'ensemble des secteurs manufacturiers, on ne le trouve pas uniquement dans le secteur de l'énergie. C'est en fait le double, la réplication d'un système de production, d'une usine, d'un système industriel, etc. Alors, effectivement, Philippe a évoqué ce sujet-là, et on parle souvent de système 3D. Mais nous parlons déjà de système 5D. C'est-à-dire, la 4D, c'est l'association, on en a beaucoup parlé ce matin, de l'IoT et du temps. Et donc, sur cette représentation virtuelle de l'outil industriel, on va rajouter le temps, qui donc va permettre d'avoir une équation performance. Et puis, on parle maintenant de 5D, parce que le 5D est très très lié à, je dirais, vos business plans et à l'économie qu'il faut réaliser. Donc, c'est la maîtrise du coût,
ou c'est le service à valeur ajoutée, c'est-à-dire le service plus que vous pouvez agréger sur la donnée. Donc, vous voyez que ce jumeau numérique est un point de départ très très important, mais pour aller vers ce qui a été évoqué en termes d'évolution numérique. Et si on fait un parallèle avec peut-être le monde de l'espace, pour bien comprendre, ça commence tout ça par récolter toutes ces données, et c'est pas forcément très simple. Oui, l'or noir numérique, l'or noir numérique que vous avez tous. On l'a tous dans nos organisations, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, nous, on aime bien chez Atos parler d'un système, on fait souvent un parallèle avec les fusées à 3 étages. La donnée, donc, il faut d'abord aller la capter. Alors dans le secteur de l'énergie, c'est le parc des compteurs intelligents. On a aujourd'hui d'ailleurs en France, il faut stopper le French bashing, je crois qu'on a la plus belle installation déployée et en cours de compteurs intelligents, que ce soit dans le gaz, l'électricité et même l'eau avec Suez. Et nous on est partenaires de l'ensemble. C'est des systèmes en termes de conception qui remontent à 10 ans. Donc ça fait longtemps que la France s'est posé un certain nombre de questions de transformation numérique et de collecte de la data. Donc ça, c'est le premier étage de la fusée. Si je fais un parallèle avec une autre industrie, le spatial, on travaille avec l'ESA. L'ESA envoie des satellites dans l'espace et récupère des données images. Bon, voilà, première chose, collecter cette donnée. Deuxième étage de la fusée, cette donnée, quand elle sort d'un capteur, c'est 1, 0, 1, 0, 1, 0. Il faut donc la transformer en une donnée exploitable. D'accord ? Il faut l'agréger avec d'autres données qui sont dans le système d'information. J'aime bien l'IT sans couture parce qu'on n'est pas dans une IT de rupture. On est dans une IT aujourd'hui qui s'agrège avec l'IT existante. Donc deuxième travail, ce travail se fait dans les organisations, dans l'entreprise. Et on va tout doucement vers la notion de plateforme. Le deuxième étage de la fusée, c'est on crée cette plateforme de données qui commence à donner le troisième étage, qui est la valorisation de cette donnée, la monétisation et la proposition de valeur. Et là, on est dans l'infini, puisque là, le système s'ouvre. Dans l'énergie, on va pouvoir fournir de nouveaux services à l'ensemble de créer des écoquartiers, avoir des systèmes de référence. Nous, on est engagé on est passé à l'échelle sur Grenoble, puisque là, vous avez un certain nombre d'acteurs qui donnent leurs données aux citoyens, à l'usager, pour lui permettre de se comparer, de s'analyser, et puis d'être... On a parlé tout à l'heure d'être un peu plus acteur dans la transformation digitale au niveau de l'usager, le consomme-acteur, comme on dit. Eh bien voilà, là c'est un exemple qui permet effectivement de pousser. Si je prends l'analogie avec l'espace, c'est très intéressant parce que d'une photo, agrégée avec d'autres données météorologiques, etc., vous allez en faire une donnée pour les assurances, vous allez en faire une donnée agricole pour permettre de mieux moissonner à temps, etc., voire même de lutter contre des parasites. Alors, je parle bien sûr sur des très grands espaces. Ou, puisque vous avez gentiment rappelé que j'étais aussi un représentant d'une collectivité, dans les collectivités, il y a un sujet, c'est toute la dimension cadastrale, toute la dimension du patrimoine urbain. Il faut savoir que chaque collectivité a des plans fantastiques, mais les exploiter, c'est extrêmement lourd, et avoir une vision de sa réserve foncière, à l'heure de toutes les transformations qu'on évoque, c'est un sujet absolument stratégique. Voilà en quoi le digital peut ouvrir des portes. Donc cette plateforme, c'est un bel exemple de coopération, à une condition tout de même, c'est de ne pas noyer tous les acteurs sous des quantités incroyables de données, de rester extrêmement opérationnel pour s'y retrouver. Oui, alors effectivement, nous on pense qu'aujourd'hui le sujet n'est plus du tout technologique. Alors il y a des bons technologiques, là il est rappelé, on parle de l'IA, on a parlé de la blockchain ce matin, etc. Évidemment, il y a encore des technologies qui arrivent à maturité et qui vont produire de nouveaux effets. Mais on voit qu'aujourd'hui, en termes de traitement de la donnée, 1 million de milliards de transactions par seconde, des stockages, on sait le faire, de la sécurité de la donnée, c'est un sujet très important, on sait le faire. Le vrai sujet qui nous guette tous, qu'on soit fournisseurs, producteurs, c'est d'intégrer l'humain dans cette transformation digitale. Et quand je dis intégrer l'humain, on a un très bon exemple avec Tesla, entre nous soit dit. Il a fait faire un bond fantastique à l'industrie automobile avec ses usines entièrement automatisées, etc. Mais son tweet de cet été a rappelé qu'il avait juste oublié un paramètre, c'était l'adoption par ses employés des technologies qu'il a mis en place. Et le jour où la machine, où l'IA tombe, on sait ce qui est arrivé. Non mais je le dis parce que ce sujet-là va devenir extrêmement prégnant. Nous, on parle de dilemme numérique, c'est-à-dire aujourd'hui les technologies sont là. Aujourd'hui, on sait être extrêmement puissant et l'IA va amener encore beaucoup plus de choses. Mais par contre, il faut se poser la question de l'adoption de ces technologies, d'abord par
les employés, les salariés des entreprises qui vont promouvoir ces services, et puis ensuite par l'usager. Et il y a un time to market, il y a un time to market usager, c'est-à-dire cette capacité de transformer cette puissance technologique en une proposition de valeur perceptible par l'humain, le dilemme digital. Le dilemme digital. Merci beaucoup. Nous allons voir comment les deux intervenants suivants relèvent le défi de ce dilemme digital. Vincent Briand, pour commencer, vous êtes cofondateur et CEO de DeepKey. DeepKey qui permet d'automatiser l'exploitation des données pour optimiser la gestion d'un parc immobilier et pour ambition d'en améliorer l'efficacité énergétique, mais pas seulement. On va le voir ensemble. 50 de collaborateurs aujourd'hui et vous monitorez 210 000 bâtiments. C'est bien ça. La nature même de votre activité vous oblige à bien sûr rechercher des coopérations pour agir au plus près des métiers. Quelles sont ces coopérations peut-être et en quoi cela consiste pour commencer? J'ai envie de vous parler de deux coopérations. Une première coopération, c'est la coopération entre les données. Il y a beaucoup de données. Il y a même trop de données. Et vous savez quoi? C'est une excellente nouvelle pour la transition énergétique. La transition énergétique, elle avance, mais elle n'avance pas au rythme auquel on aimerait, en tout cas certains d'entre nous, la faire avancer. Et cette transition énergétique, elle n'avance pas parce que quand vous avez un parc de 1000 bâtiments et que vous êtes un gestionnaire d'une chaîne de magasins, par exemple, ou un gestionnaire immobilier, eh bien, vous ne pouvez pas vous permettre d'investir des centaines, des millions d'euros dans l'installation d'objets connectés additionnels sur l'ensemble de votre parc. D'ailleurs, il y a très très peu d'initiatives qui couvrent tout un parc. Il y a toujours une ou deux initiatives sur le siège social, tel bâtiment. Il y a des choses qui se font et nous pensons que l'IoT, les objets connectés, sont des vagues de fonds. Qu'à chaque fois qu'il y aura une rénovation, à chaque fois qu'il y aura un nouvel immeuble, eh bien, on mettra en place toutes ces nouvelles technologies. Mais aujourd'hui, on parle de 99% du parc qui existe et ce pourcentage de parc très important, personne n'a les moyens d'investir massivement, soit dans des visites physiques des bâtiments systématiques, soit dans l'installation d'objets connectés. Et la bonne nouvelle, je vous le répète, c'est qu'il y a trop de données. Il y a énormément de données. La première coopération dont je veux vous parler, c'est la coopération entre les données. Les données dont tout le monde parle sont les données liées aux compteurs télérelevables, compteurs communicants. C'est une richesse énorme. Mais cette donnée toute seule, elle n'est pas suffisante. Elle apporte déjà beaucoup d'intérêt, d'insight, comme on dit en bon français, mais elle n'est pas suffisante. Pourquoi? Parce qu'il faut la contextualiser. Comment comparer une consommation d'un bâtiment à un autre si on ne sait pas définir ce bâtiment? La surface, la température, la rigueur climatique, tout le monde le sait, tout le monde en parle, mais il y a des paramètres qui ont beaucoup plus d'impact parfois et qui sont complètement négligés, sur lesquels on n'a pas les informations au prime abord, ou en tout cas sur lesquels la plupart des énergéticiens n'ont pas l'information. Ces données, c'est quoi? C'est l'état locatif d'un gestionnaire d'actifs, c'est les horaires d'ouverture d'un magasin, c'est le chiffre d'affaires réalisé par ces magasins. Et ces données, elles existent dans les systèmes d'information des exploitants, elles existent dans les gestions techniques centralisées, elles existent dans l'open data. L'anecdote que je ne peux vraiment pas m'empêcher de vous raconter, nous avons une trentaine de clients qui sont dans le secteur retail et à chaque fois qu'on commençait un projet, ça fait 4 ans que nous existons avec ces clients, à chaque fois on leur demandait vous auriez les horaires d'ouverture? Et on recevait un fichier soit des RH, soit du marketing, soit on nous renvoyait vers le site web. Et à chaque fois on avait une version différente des horaires d'ouverture. Donc on a fini par créer une API, d'utiliser une API existante de Google pour récupérer en fait les horaires d'ouverture sur Google. C'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus fiable. Mais il y a d'autres sources de données, les sources de données, les ERP de nos clients. C'est très important de savoir quelle est l'activité des sites. Et quand on collecte cette information, qui est effectivement la première étape, il faut nettoyer cette information parce que l'essentiel de ces informations, je ne parle pas des factures des fournisseurs d'énergie, des compteurs, mais les gestions de la maintenance assistée par ordinateur, les ERP, l'essentiel de cette information est saisi par des humains. Et là, malheureusement, il y a beaucoup d'erreurs. Je vous donne un exemple, c'est le groupement des Mousquetaires. Le groupement des Mousquetaires, l'une des grandes enseignes, réseau d'enseignes indépendants françaises, la plus grande indépendante même je crois. 3200 bâtiments, 3000 magasins, 200 usines et centres logistiques. Ils souhaitent faire des économies d'énergie sur leurs factures et sur leur consommation. Ils ont fait appel à nous il y a un peu moins d'1 an. Et dans les 6 premiers mois, nous avons collecté l'information sur des factures, sur les espaces clients des fournisseurs. Nous avons collecté les compteurs télérelevables, quelques Linky, beaucoup de points 10 minutes. Et puis nous avons collecté aussi les informations de leur ERP, leur base patrimoniale. Et ensuite, on a croisé toutes ces informations. Et on ne l'a pas fait à la main. Nous éditons un logiciel et ce logiciel le fait automatiquement. Une fois qu'on plug les tuyaux, après ça tourne. Et en 6 mois, nous avons trouvé 4,5 millions d'économies d'euros sur ce parc, 3200 bâtiments, dont 2,5 millions d'économies d'énergie. Et ils ont pour l'instant, ça fait 6 mois qu'on leur a livré la plateforme, ils ont pour l'instant déjà mis en place 1 million d'euros. Et ça, c'est une coopération entre des données, les données d'énergie et puis les données de contexte, d'activité, les données patrimoniales. Alors ça, vous pouvez le faire partager à tout le secteur de l'agroalimentaire?
demain, la distribution? On espère. On imagine Victor le nous a appelé. potentiel d'économie d'énergie. Il y a d'autres secteurs également, ça s'adapte à tout le monde en fait. Oui, nous avons aujourd'hui plus de 130 clients, une soixantaine de collaborateurs, vous l'avez dit. Nous sommes basés à Paris, Milan et Madrid. Et nous travaillons dans le secteur bancaire avec une quinzaine de réseaux de banques, dans le secteur des assurances aussi, secteur du real estate, les collectivités locales sont de plus en plus friandes. Donc cette coopération entre les données permet d'avoir un levier d'efficacité énergétique impressionnant. Merci beaucoup pour ce témoignage. Cédric De Jong, alors cofondateur d'Actility, leader mondial de l'Internet des objets et de l'agrégation intelligente. Actility développe des solutions en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Vous avez une centaine de collaborateurs, dont un tiers se consacre au secteur de l'énergie. Vous n'êtes plus une start-up. C'est ça? Oui, exactement. Donc, et même, je peux ajouter encore quelques autres pays sur lesquels on s'est lancé les derniers mois, en Espagne et en Italie. Donc, le monde est vraiment en train de s'ouvrir pour nos solutions de flexibilité et de vraiment utiliser les moyens de communication, de connecter avec plus de devices, plus d'outils qui consomment, qui stockent et qui vont produire de l'électricité. Et avec nos algorithmes, avec nos capacités de communiquer avec ces devices, on peut fournir des services au réseau d'électricité. Et la coopération est vraiment au cœur de votre activité? Oui, exactement. Mais tout d'abord, chez nous en interne, donc il y a deux activités en interne chez Actility. Il y a les activités d'Internet des objets, où on déploie les réseaux de LoRa dans différents pays. Et on a aussi les activités d'énergie. Moi, je parle maintenant surtout sur les activités énergie, mais ça reste quand même dans notre cœur, d'utiliser la connaissance de communication et d'utiliser cette communication pour mieux connecter les devices et de faire ça d'une manière intelligente et efficace afin de fournir plus de flexibilité dans le réseau, ce qui va nous permettre d'intégrer aussi plus de renouvelables à long terme. Alors, on va peut-être développer un exemple concret de coopération, si vous le voulez bien, dans le domaine de l'énergie monitoring avec Veolia. Pour commencer, il consiste en quoi, cette coopération? Oui, ok. Comme exemple, là, on est vraiment dans le domaine des mathématiques et gestion des données. Donc, c'est un acteur qui a beaucoup de stations dans le secteur de l'eau, comme vous le savez tous. Et là, on est capable de récupérer toutes ces données de leurs installations et de leurs outils. Et on utilise des modèles mathématiques, on crée des modèles mathématiques pour finalement extraire de la flexibilité de leur processus. Nous, on est capable d'identifier la flexibilité, ça veut dire qu'on va déterminer est-ce qu'on est capable de consommer plus ou consommer moins si le réseau nous permet de le faire. Si il y a beaucoup de renouvelables produits à un moment instantané, on va utiliser cette énergie et consommer plus, ce qui va nous permettre, dans 1 ou 2 heures plus tard, de consommer moins. Donc à la fin, on va utiliser ces processus industriels, on va les utiliser comme une batterie implicite et faire du stockage. Et le grand avantage là, c'est qu'on ne doit pas vraiment investir dans une batterie et on utilise les installations existantes, ouais, et on peut ajouter un flux de revenus, un additional business case, on peut ajouter ça aux installations existantes. Et ça, c'est vraiment pour nous le cross-innovation, donc utiliser le développement d'un domaine et l'intégrer dans le nôtre, dans le domaine de l'énergie. Pour Veolia, il y a un retour sur investissement immédiat, du coup? Oui, quand même. Ouais. Mais donc maintenant, on montre que ça fonctionne très bien sur plusieurs sites. Et on va maintenant aussi faire un scaling up, comme vous dites, plus de start-up, mais scaling up dans les autres pays où ils sont actifs et aussi dans les autres pays avec des autres acteurs dans le domaine d'eau. Un autre exemple de flexibilité, vous pilotez 700 batteries chez Orange cette fois-ci. Alors là, comment ça se passe? Oui, exactement. Donc là, de nouveau, pour nous, c'est là l'aspect de communication qui est très important. L'exemple de Veolia, c'était plutôt les données qu'on va capter. Ici, on parle plutôt sur la communication. Donc, ce qui est très important, le monde de flexibilité, c'est pas nouveau. Ça existe déjà depuis plusieurs années. Et donc avant, c'était fourni par les grandes centrales qui ont fourni de la flexibilité pour équilibrer le réseau d'électricité. Maintenant, ce qu'on voit, c'est avec plus de renouvelables, il y a plus de variabilité dans le système qu'on doit équilibrer. Si on veut réaliser ça, on va avoir besoin de plus d'outils connectés qu'on va contrôler d'une manière efficace. Et là, on utilise maintenant aussi notre technologie LoRa pour connecter plein de devices, y inclut des batteries. Et des batteries qui sont là en secours de toute façon chez Orange. Ils n'ont pas investi exprès, mais elles servaient
pas tant que ça, même Ouais, donc quasiment même pas. histoire là, on utilise une installation existante et on ajoute de nouveau un business case à cette installation. Donc c'était Orange qui ont dit vous pouvez utiliser notre batterie entre ces contraintes, donc pas plus que X fois par jour et seulement avec une durée maximale. Et on a intégré toutes ces données pour déterminer la flexibilité de ces batteries-là et d'une manière agrégée, on peut finalement fournir un service au réseau et équilibrer le système. Et un revenu aussi pour Orange, du coup. De nouveau, C'est c'est pareil. Voilà, c'est toujours le même principe de ces coopérations. Dernier exemple avec un acteur spécialiste de la blockchain et un gestionnaire de réseau. Ouais, exactement. Donc là, c'est une trajectoire où on voit qu'il y a des acteurs qui ont une certaine compétence, comme dans le domaine de blockchain. On travaille là avec Settlement. C'est une entreprise qui crée des outils au niveau de blockchain. Mais eux, ils n'ont pas vraiment une bonne compréhension du secteur de l'énergie. Donc, de nouveau, cross-innovation, ce qu'on va faire. Nous, on parle très bien le langage d'énergie et ils comprennent très bien le monde de blockchain. Et en travaillant ensemble, on peut fournir une pilote au gestionnaire de réseau en Belgique qui veut maintenant identifier la possibilité de connecter tous les outils dans le réseau et d'extraire la flexibilité de tous ces outils. C'est quoi le besoin là? C'est de faire vraiment des transactions avec chaque device et de récupérer la flexibilité de chaque device, borne de recharge, une toute petite batterie, de chaque acteur qui a de la flexibilité, qui vient actif dans le monde de l'énergie. Et en utilisant blockchain, on peut faire un settlement. Agréger, une agrégation de ces capacités. Exactement. Ouais. Et là, la complexité, c'était de vraiment de traiter toutes ces transactions d'une manière transparente et bien vérifiée, ou qu'on peut bien vérifier. Et ça, on peut faire ensemble. Ouais, coopération importante entre les Exactement. acteurs de l'énergie et les acteurs de la blockchain. Est-ce que dans la salle, vous êtes tous capables de définir parfaitement la blockchain, par exemple? Non? Ok. Alors, Emmanuel Vial, en 2 minutes. Alors, le challenge, la Merci. blockchain. Merci. Non, la blockchain, en fait, il faut voir ça comme une nouvelle technique de base de données distribuée, partagée. Et ensuite, tout un ensemble d'algorithmes complexes pour s'assurer de la véracité, de l'intégrité de ces données. Et un premier cas d'usage qui d'ailleurs un peu donne mauvaise presse, je dirais, à la technologie, c'est les crypto-monnaies, qui sont d'ailleurs très énergivores. C'est l'équivalent de la Finlande, où là, on a des algorithmes spécifiques, etc. Mais pour finalement avoir un système complètement décentralisé pour faire des échanges de monnaie, de paiement, sans intermédiaire, sans banque, etc. Quand on prend et qu'on regarde la technologie, voilà, très simple, décentralisée, distribuée, donc ce qui veut dire d'un point de vue métier, un aspect de désintermédiation. Donc là, ça pose des problématiques de transformation, de collaboration ou de redistribution des rôles. Éviter la réconciliation des données, puisqu'on a tous la même copie, mais néanmoins, cette copie de données est protégée. Je ne peux lire que ce que j'ai le droit de lire. Voilà. Donc il faut retenir juste ces quelques éléments sur la technologie elle-même. Ici, ensuite, c'est la crypto-monnaie, c'est effectivement sur les données IoT qu'on va protéger, qu'on va lire, mais pas forcément, etc. Voilà. C'est l'intérêt d'avoir un peu de connaissances dans le domaine pour coopérer à minima. Ouais, mais ce qu'on voit maintenant dans le monde énergie, c'est la décentralisation. Donc, au lieu d'avoir des grandes unités, c'est 2 petites batteries, pompe à chaleur, bande de recharge, etc., etc. Et on voit le même dans la validation des données, qu'on n'a plus besoin d'une unité centralisée, mais que cette validation peut être faite d'une manière décentralisée. Et ça, c'est ça le blockchain. Donc, chaque acteur participe en validant les transactions. Et ça a des mérites qu'on peut traiter beaucoup plus de transactions et que chaque acteur peut devenir actif dans le monde d'énergie. Merci beaucoup pour ces témoignages. Philippe Détombes, alors comment est-ce que, alors vous avez parlé de la coopération importante avec ces acteurs, l'agilité, leur flexibilité est nécessaire pour vous développer? Absolument, parce que dans les technologies blockchain, on l'utilise aussi. On est en train de regarder l'utilisation de la blockchain, par exemple, pour équiper nos laboratoires, pour la traçabilité aujourd'hui des données de laboratoire. Donc on commence, nous, à regarder des utilisations aussi extrêmement pratico-pratiques avec ce type de technologie. Alors effectivement, on a entendu parler d'IA, de Big Data, de blockchain, d'IoT. Enfin, aujourd'hui, pour moi, les startups constituent un écosystème dans lequel on trouve énormément... Toutes ces compétences sont présentes. Mais généralement, les startups sont plutôt spécialisées sur une technologie, ou 2 ou 3, mais c'est quand même plutôt assez rare, mais généralement très spécialisées sur un produit. Et pour nous, c'est extrêmement compliqué d'arriver à trouver la bonne startup.
Et donc aujourd'hui, notre problème, c'est vraiment ça. Donc on a 3 façons de faire. Soit aujourd'hui, à l'occasion de salons digitaux, ainsi de suite, WNE ou choses comme ça, où on a l'opportunité de croiser des startups. Donc aujourd'hui, effectivement, c'est toujours très intéressant d'échanger. Puis après, on regarde si on peut collaborer. Le déjeuner Ça, juste après, ça tombe bien. C'est le contact direct et l'opportunité aujourd'hui qu'on peut avoir au travers de rencontres et de salons. La deuxième façon, c'est complètement à l'opposé. C'est-à-dire, tout à l'heure, j'ai dit, on travaille aussi avec de grands intégrateurs. Je pense que les grands intégrateurs, nous avons une demande sur ces projets digitaux de très grande agilité de mise en œuvre et de rapidité de mise en œuvre. Et donc aujourd'hui, le temps de monter en compétence en interne sur ce type de techno, c'est quelques mois, une année, enfin, donc c'est trop long. Voilà. Donc aujourd'hui, on peut faire appel à des grands intégrateurs qui ont tous monté des labs ou équivalents, qui eux-mêmes chassent les startups et se constituent leur vivier de startups qu'on peut utiliser, nous, pour nos projets opérationnels et industriels. Et le troisième façon de faire, qui est une façon intermédiaire, consiste pour nous, aujourd'hui, il existe sur le marché des gens qui font un peu de la qualification de start-up, de process, et donc en fonction des technologies qu'on veut adresser ou dont on a besoin, on peut interroger ces bases entre guillemets de données ou de qualification pour essayer d'identifier des start-up. Mais c'est vraiment indispensable. Enfin, je pense que c'est vraiment une ressource extrêmement importante dans les transformations qu'on opère. Et la difficulté est de trouver la bonne. Merci. Et de votre côté, Thierry Soufi, comment Atos favorise l'open innovation et comment vous accompagnez, vous aidez les startups à transformer l'essai initial? Bon, d'abord, je souscris à tout ce que vient de dire Philippe. On a besoin de l'alliance de tous les acteurs et certains amènent de la vitesse et de la spécialisation. Vous employez le mot open innovation. Dans open innovation, il y a 2 mots importants. C'est open. Dans open, il y a complexité, il y a humilité et puis il y a ouverture. Et dans innovation, il y a bien sûr tout ce qui est créativité, il y a valeur et il y a adoption. Donc ces sujets-là, nous, on les aborde, alors, nous aussi, en collaborant avec des startups, parce que le last mile, c'est important, parce qu'ils ont une agilité que nous n'avons pas forcément. Et alors, ce que nous faisons, nous, au niveau d'Atos, tout le monde a des labs et autres, nous, quand nous partons sur un projet, on fait toujours attention à la 3e dimension. La 3e dimension, il y a la start-up avec l'idée, il y a l'intégrateur que nous sommes qui va aider à industrialiser, mais au bout, il y a un client. Au bout, il y a un projet. Et en fait, nous avons un taux de transformation de 50% des startups que nous installons devant vous. Alors, la France est pas mal. La France est à 36% de taux de conversion, de passage à l'échelle. Et je dis ça parce que les États-Unis sont à 25%. Voilà, French bashing, comme d'habitude. Voilà, moi, j'aime bien valoriser la France. Mais nous, on est à 50%, mais parce que nous, en natif, nous intégrons le projet client. Et donc, évidemment, il y a toujours derrière une idée, un projet. Voilà un petit peu comment on collabore. Et alors, on va voir de l'autre côté comment vous voyez les choses et quels seraient, selon, du côté de Deepkey d'activité, les moyens de favoriser encore plus les coopérations avec les grandes entreprises. Échanger des cartes de visite. C'est le moment, voilà, c'est ça. Je crois que nous avons la chance chez Deepkey maintenant d'avoir passé une étape. Je ne sais pas si on est encore start-up ou pas encore au niveau d'Activity, mais avec 60 personnes et 100 clients et 4 ans d'existence, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu 2-3 ans qui ont été pas faciles à se développer parce qu'à chaque fois qu'on travaille avec un grand acteur, un grand client, il veut passer par une phase de pilote, et c'est normal, il ne nous connaît pas, il a besoin de se mettre en confiance avec nous. Et donc, ces phases-là, parfois, on aimerait que ça aille un peu plus vite. On aimerait que les phases de décision pour passer à l'échelle sur l'ensemble du patrimoine aillent plus vite. Et donc, c'est aussi pour ça que nous avions choisi, nous, un positionnement qui était de dire on va s'intéresser tout de suite à l'intégralité de votre parc, déjà parce qu'on n'a pas besoin d'installer quoi que ce soit, mais aussi parce qu'on veut vous prouver le plus vite possible qu'on apporte de la valeur.
quitte à réduire dans un premier temps la durée du contrat. Et travailler avec des acteurs comme les acteurs de l'énergie, c'est aussi un gage de crédibilité. Il y a 4 ans, on a eu la chance en démarrant de travailler avec des entreprises comme Picard, comme AXA, comme la SNCF, mais aussi comme Engie et EDF, je cite ces deux acteurs parce que c'est vrai, qui nous ont accompagnés au départ pour faire un petit peu open innovation, pour communiquer. C'est l'échange de bons procédés, c'est pas toujours très tangible en euros, mais c'est l'échange de bons procédés. Et pour une petite boîte qui démarre, puisqu'il y a 4 ans on était 2, eh bien avoir ce label, cet appui d'une certaine manière de grands mastodontes, excusez-moi l'expression dans la salle, mais de grands acteurs du domaine, eh bien ça crédibilise énormément. Et donc c'est une autre forme de coopération qui est une communication utile entre des grands acteurs du secteur et puis des boîtes de petite taille qui démarrent. Mais je crois que vraiment le critère essentiel, c'est passer le plus vite possible à l'échelle et ne pas rester à l'état du POC. Sinon, on enchaîne les POC pendant des années. Voilà, ne pas enchaîner les POC. Oui, de votre côté, comment vous voyez les choses? Ouais, c'est bien d'être ici ensemble avec les plus gros acteurs et les jeunes entreprises. Mais à la fin, tout le monde entre nous a compris qu'il faut intégrer de nouvelles développeurs des aspects d'innovation dans la stratégie. Il y a quand même une différence parce que pour vous, ça va changer ou impacter le business plan. Et pour nous, c'est notre business. Donc, c'était vraiment... Avant, il n'y avait rien. Et nous, on avait dit, OK, on comprend un peu de monde énergie et on comprend un peu on s'est parlé avec les acteurs dans la communication mathématique et blockchain et on va créer un business spécifiquement là-dessus. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est différent. Mais 2 fois, ça veut dire qu'il faut sortir du zone de confort et qu'il faut parler avec des autres acteurs. Mais je pense que ici, on a déjà entendu l'ouverture, et c'est par faire des pilotes, etc., qu'on peut finalement prouver que ça crée de la valeur et que c'est intéressant de travailler ensemble. Voilà, et toujours trouver la juste mesure, le bon équilibre dans cette ouverture, cette confiance, et quand même un enjeu concurrentiel. Il ne faut pas le nier dans ce milieu, donc trouver le bon équilibre. Jean-Laurent Lastel, donc la parole est à vous. Quel est votre regard sur nos échanges, sur les partages, et quelle peut être la mission de la CRE pour favoriser encore un peu plus les échanges entre les entreprises du secteur? Merci beaucoup. C'est un grand plaisir d'être là, puisque à la CRE, le jeudi, c'est le jour des délibérations. Donc toute la journée, on est enfermé dans une salle avec des tableaux très techniques et beaucoup de chiffres. Donc vous m'avez permis de m'extraire choisir une autre salle de cette salle-là et de cette salle très sympa et d'être à côté, parce que moi, je suis dans une salle devant des tableaux Excel et des chiffres, et donc je suis au milieu de la fine fleur des travailleurs énergétiques de demain. Donc c'est un grand plaisir d'être comme ça propulsé vers l'avenir. Mais c'est vraiment important qu'on prenne ensemble. Mais évidemment, ici, c'est pas du tout c'est une des assemblées les plus avancées de ce point de vue-là. Quand on parle de villes intelligentes, de villes nouvelles, quand on va les visiter, et tout le monde ici évidemment le fait, on était il n'y a pas longtemps à la CRE à Kalamazana, à Helsinki, en Finlande, avec des gestionnaires de réseau, où il n'y a pas un pylône qui se construit, pas un immeuble qui sort de terre, sans qu'il soit truffé de capteurs, d'appareils nouveaux et insufflés par les technologies les plus modernes, y compris la blockchain et l'intelligence artificielle qui sont déployées de manière massive maintenant. C'est pas du tout une manière de concevoir une ville futuriste, une manière de concevoir une ville avec beaucoup de gadgets. C'est pas du tout ça. Dans le monde qui vient, un monde où la transition énergétique sera enfin réussie, l'intégration des énergies intermittentes et le pilotage des réseaux se feront grâce à ces outils-là, non seulement au niveau macro comme ça, mais également au niveau le plus à l'échelle de l'humain. Monsieur le maire, c'est vrai, vous avez raison, dans le pilotage de sa propre charge et la maîtrise par le consommateur de nombreux outils dont aujourd'hui encore on n'a pas idée, puisque qui rendront sa vie plus agréable, plus confortable, et on espère la moins chère possible. En tout cas, c'est la mission de la CRE. Alors la CRE, c'est une administration, c'est une autorité administrative indépendante, c'est un nom un peu barbare pour désigner ces institutions qu'on a construites au moment de l'ouverture des marchés, dans l'énergie, dans l'audiovisuel, dans le ferroviaire, etc., qui ne sont pas soumis au pouvoir hiérarchique gouvernemental, mais qui sont garants du bon fonctionnement du marché et surtout de l'intérêt des consommateurs.
Ça, c'est très important pour nous. Et en effet, vous avez raison, il y a eu beaucoup de réussite en la matière depuis longtemps, la réussite des compteurs intelligents, vous avez eu entièrement raison de le citer. On est un des pays qui a développé les technologies les plus avancées là-dessus, qui sont tellement avancées, alors qui créent de nombreux débats sociaux, nous en reparlerons, mais qui est également envié par des grandes puissances qui demandent, qui appellent nos gestionnaires de réseau pour qu'ils puissent développer ces technologies-là à l'étranger. À la Creux, on a un site dédié au Smart City sous l'égide de Didier Lafaille, qui est maintenant secrétaire général du comité prospectif depuis longtemps, qui fait le point sur ces sujets-là et qui travaille avec la plupart de vos institutions. Et également, on s'en occupe à travers les investissements, puisqu'il n'y a pas de construction de l'avenir sans investissement. Et c'est en effet une des priorités de la régulation. Pour l'instant, ça marche plutôt bien en France, ce qui n'est pas le cas de tous nos voisins. On pourra en parler une autre fois quand on aura plus de temps, mais ça, c'est plutôt ce qui marche bien. Mais pour aller encore plus loin, et pour sortir un peu et pour aller au cœur du sujet de votre table ronde, puisque quand les transformations appellent une plus grande coopération, c'est vrai que pendant longtemps, on avait l'impression que tous ces sujets-là étaient l'apanage de chacun d'entre nous, et y compris à la Creux, on les intégrait au moment où on faisait des tarifs, où on validait des investissements, où on parlait de coopération européenne. Notre nouveau président, Jean-François Carinco, quand il est arrivé en 2017, il a tout de suite eu l'idée d'aller beaucoup plus loin que ça et de créer un comité de prospective là-dessus. C'est-à-dire qu'on s'est rendu compte que, évidemment, les grands acteurs de l'énergie, et vous tous ne nous avez pas attendus pour parler de prospective, mais on ne coopérait pas assez sur ces sujets-là. Donc on a mis, on vous a tous mis, je vois pas mal de têtes qui participent au comité prospective, on vous a tous mis autour d'une table. L'année dernière, il y avait un groupe sur les mobilités électriques, un groupe sur le stockage et les réseaux, et un groupe sur le consommateur et le numérique, voir un peu comment le consommateur pouvait s'impliquer davantage et de devenir de plus en plus actif dans la gestion des économies d'énergie et des possibilités pour lui d'utiliser les nouveaux outils numériques. Et cette année, on a une saison 2 où on parlera, outre de gaz vert et de microgrid, de la protection des données et du fait de donner du sens aux données. Alors, on a mis tout le monde. Pourquoi on a mis tout le monde autour d'une table? C'est pas tellement parce que l'union fait la force et qu'on est plus fort ensemble, puisque il y a des génies qui travaillent tout seuls. Je veux dire, la poésie de Rimbaud ou la musique de Bach sortent pas d'un espace de coworking. Je pense pas. C'est d'abord la rencontre d'une époque et d'une subjectivité très personnelle. Mais aujourd'hui, quand on entend ce que vous dites et quand il faut l'adapter à toutes les populations, là, il faut vraiment s'entendre, il faut vraiment coopérer, et on n'y arrivera pas tout seul. Le progrès technique, il transforme le monde, évidemment, mais il ne le détermine pas. C'est-à-dire qu'il porte en soi les plus grandes promesses, mais il porte en soi des grands drames. Il est destructeur, il crée des effets de peur. Vous parliez évidemment des blockchains à travers ce fameux mot désintermédiation qui est évidemment inséparable de la technologie des blockchains. Désintermédiation, il y a des gens qui entendent suppression d'emplois, plans sociaux, comment je vais faire dans 20 ans, dans 30 ans, etc. C'est ce qui se passe dans certaines parties de la France avec les compteurs intelligents. Donc ce progrès technique, il faut bien faire attention à ce qu'il ne soit pas l'apanage des secteurs les plus avancés de l'économie qui laissent les autres parties de la population en rade, mais que justement tout le monde soit intégré, que tout le monde puisse profiter des bienfaits de ce progrès technique. En tout ça, c'est notre travail. Et puis c'est ainsi qu'en effet, la plupart d'entre vous pensent leur mission. Et donc pour que tout le monde puisse partager ces priorités-là, on a créé ce comité de prospective et la saison 1 a très bien marché et on est entièrement d'accord sur ces objectifs. Alors c'est d'ailleurs, non seulement nous sommes d'accord, mais également nos gouvernants, les gouvernements européens et même l'Union européenne. Bon, je ne citerai pas, si j'avais plus de temps, tous les lois françaises, les décrets, les règlements européens qui s'occupent de données, parce qu'il y en a et ils sont, plutôt appliqués. Non, mais ça paraît lourd comme ça, mais c'est aussi important puisqu'on en profite tous. Alors nous, la seule chose pour finir qu'on a essayé de faire, c'est que on a essayé de mettre en place
puisque pour que vous puissiez bien travailler avec vos API et vos interfaces de programmation, il faut que des données soient, disponibles, il faut que des données circulent. Donc on a été très aidé avec nos partenaires et nos amis, les gestionnaires de réseaux de distribution et de transport, afin de créer des plateforme de mise à disposition des données, de techniques et de création de nouveaux services. Alors vous connaissez ici les agences Auré pour les gestionnaires de réseaux de distribution, l'agence Audrey pour les gestionnaires de réseaux de transport, qui justement ont avancé sur ce sujet-là et qui permettent de donner vie concrètement à la coopération entre plusieurs acteurs de l'énergie, les plus historiques, les plus monopolistiques, mais également les plus petits, les plus dynamiques et les plus émergents. On a vraiment voulu à la Creux être une sorte, enfin si l'UFE est la famille de l'énergie, nous on essaie d'être un peu la maison de l'énergie, c'est-à-dire tout le monde autour d'une table qui parle de ces sujets-là, puisque même s'il y a des monopoles et des acteurs historiques, il y a quand même beaucoup de concurrence, et notamment le fait de mettre à disposition des données pour des grosses structures, c'est pas toujours évident. Et c'est important de ne pas arriver d'en haut par une loi, les obliger, tu mets ça là, sur cette interface, pour que mon voisin s'en occupe et puisse concevoir des outils extrêmement innovants et merveilleux pour la vie future des consommateurs. Non, il faut que tout le monde soit d'accord et que tout le monde avance tranquillement, sinon ce progrès technique ne bénéficiera pas à tous. Voilà rapidement. Merci, il nous reste 5 minutes pour évoquer un tout dernier sujet rapidement, les enjeux de cybersécurité, peut-être Philippe Destombes, et puis à la Creux également ce que vous faites en la matière. Oui, alors effectivement tout ça va de soi. Donc aujourd'hui l'ensemble du patrimoine applicatif, puisqu'on a dit tout à l'heure que les données constitueront le combustible de la transformation digitale, il faut absolument protéger les données. Aujourd'hui il y a plusieurs risques liés aux données. Le premier, c'est qu'il faut qu'on soit absolument compliant avec l'ensemble des réglementations. Et donc ça, c'est vraiment un premier point. Alors, il y a les réglementations européennes et il y a les réglementations américaines qui ne sont pas du tout les mêmes, qui sont quelquefois beaucoup plus contraignantes que les réglementations européennes. Donc ça se traduit typiquement par des choses sur la localisation des données, par exemple, l'utilisation des clouds, les problèmes d'export contrôle de lois américaines sur l'export. Donc tout ça, c'est le premier chose dont on a absolument à tenir compte et il faut absolument qu'on soit compliant avec l'ensemble. Deuxième risque en termes de cybersécurité, pour moi, c'est tout ce qui est intrusion et hacking. Donc là, on est dans un autre domaine, c'est-à-dire on dispose de nos données. Et effectivement, on va essayer soit de nous les voler, soit de nous les falsifier, soit de nous les détruire. Et donc là, il faut aussi qu'on se protège contre ce type de choses. Donc là, ça passe par des dispositifs spéciaux, des Security Operating Center, qui surveillent les réseaux 24/24, 7/7 pour détecter toute intrusion, et avec des dispositifs de réaction immédiat en cas d'intrusion sur les réseaux, pour effectivement garantir après vous entraînez le même avec fonctionnement. des alertes fictives et On fait fictives, des alertes, on fait des exercices de crise cyber pour justement se prémunir et être capable de réagir extrêmement vite lorsqu'une menace de ce type est détectée. Et puis le dernier point qu'il ne faut pas oublier, qui est quand on parlait d'entreprises étendues et de plateformes collaboratives, c'est tout ce qui est protection des propriétés intellectuelles. Donc aujourd'hui, partager, c'est bien. Après, il faut aussi, il y a un savoir-faire qui constitue aussi l'asset de l'entreprise qu'il faut protéger. Donc quand on met tout ça bout à bout, ça donne des dispositifs de protection pour qu'ils soient compliant à l'ensemble des règles qui sont assez complexes à mettre en œuvre. Merci beaucoup. Pour conclure, Jean-Laurent Lastel, au-delà des travaux de l'ANSSI, comment la Creux peut aider à cette coopération sur le sujet ? Alors vous avez raison de citer l'ANSSI, l'agence française qui s'occupe de sécurité des systèmes d'information, qui est en effet très compétente sur ces sujets-là, qui a tout à fait conscience des immenses risques, et vous avez raison de le souligner, puisque le monde numérique est un monde pas toujours friendly, mais avec des immenses intérêts économiques qui aiguisent
les innovations, y compris en matière criminelle. Alors la France a été assez pionnière, puisqu'il y a eu une loi de programmation militaire qui a créé le concept d'opérateur d'importance vitale, qui a été repris par la directive européenne NIS en 2016. Alors en Europe, ça s'appelle opérateur de services essentiels, mais c'est un peu la même chose. Et de nombreux acteurs de l'énergie en France travaillent déjà ou sont dans le collimateur bienveillant et protecteur de l'ANSSI pour justement les protéger de ces hackings et de ces attaques. Au niveau européen, le coordinateur, le grand coordinateur des régulateurs européens, le C2ER, a publié un rapport il y a quelques semaines sur ce sujet-là. On s'est rendu compte que l'énergie était bien identifiée, notamment les opérateurs d'énergie étaient bien identifiés dans les services gouvernementaux qui s'occupaient de cela. À part, j'ai pas trouvé en Grèce et en Norvège, mais à part en Grèce et en Norvège, c'est le cas. En revanche, encore aujourd'hui, de nombreux gouvernements n'informent pas les régulateurs, évidemment, des risques et même des risques, des dangers et même des actions délictuelles et criminelles qui affectent les opérateurs d'énergie. Donc là, c'est normal, puisque c'est normal, c'est logique, et il faut que ça change, puisque comme on est lié évidemment à des questions de sécurité très importantes, ces questions-là, dès qu'elles sont régulées, gouvernées ou mises en œuvre, sont toujours entourées d'un halo parfois de secrets par les services qui s'en occupent. Donc c'est vraiment important maintenant que les régulateurs et même les opérateurs conquièrent des compétences en la matière et des facultés d'associations françaises et européennes pour qu'on puisse ensemble faire bénéficier de ce projet technique tout le monde sans en avoir les inconvénients les plus graves. Face à tous ces enjeux de cyber, bien sûr, importants. Merci beaucoup, messieurs, pour ces échanges, cette table ronde très riche. Merci à vous.